Donc c'est parti. Bonjour à tous, donc Amandine Derouet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne. Donc je suis avec Laura Nugre de la Technopole. On est aujourd'hui pour un webinaire donc web marketing et digital en 2022 qui est présenté par Fabien Guilleux de l'agence Weedig, donc qui va se présenter aussi juste après. Donc nous, on travaille avec Laura sur l'accompagnement des entreprises en Mayenne, sur tout ce qui va être filière numérique, donc notamment digitale. Moi, à la CCI, je m'occupe de l'accompagnement des entreprises, des porteurs de projets sur les réseaux sociaux, sites internet, référencement, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose ce webinaire aujourd'hui sur les tendances 2022. Laura, je te laisse présenter aussi la Technopole. Oui. Tout d'abord, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, Laura Nur, comme l'a dit Amandine, je travaille à Laval Mayenne Technopole. Donc, j'anime la filière du numérique en Mayenne où l'objectif, c'est de vous accompagner dans votre transformation digitale en vous proposant des événements comme ce matin, en diffusant des informations sur nos réseaux sociaux, sites internet et newsletters et en vous mettant en relation avec les prestataires du département selon vos besoins. Et plus largement, à Laval Mayenne Technopole, on accompagne les entreprises et les entrepreneurs porteurs de projets dans leurs projets d'innovation et dans la mise en place notamment d'outils numériques. Donc, bon webinaire à tous. Pour information, vous avez le chat qui est à disposition si jamais vous avez des questions au fur et à mesure, parce qu'on est assez nombreux. Et puis, on laissera après, plutôt à la fin, si vraiment vous voulez poser des questions en direct et ne pas les écrire dans le chat. Mais en tout cas, n'hésitez pas au fur et à mesure. Nous, on regardera avec Laura Nugre les commentaires s'il y a des questions complémentaires. Fabien, donc on te laisse la place pour la présentation. Très bien, merci. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Fabien Guilleux. Je vais vous présenter en l'espace de 45 minutes les tendances et les nouveautés qui peuvent arriver sur le web marketing et le digital. Avant cela, je vais me présenter. Donc, Fabien Guilleux. Moi, je suis dirigeant de l'agence Weedig. On est spécialisé, alors basé à Laval, et on est spécialisé sur le marketing digital. C'est-à-dire que on est une équipe de 15 personnes aujourd'hui qui travaillons sur tous les leviers web marketing. Pour ne pas les citer, mais donner un ordre d'idée de ce que c'est le référencement naturel, les SEO, le référencement payant, les social ads, le community management, voilà, tous ces métiers qui sont des leviers web marketing. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, il y a 4 points. Ce sont les nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux, à la fois pour les entreprises, mais à la fois aussi pour les usagers, les utilisateurs des réseaux sociaux. Une tendance qui est vraiment, qui s'est très fortement développée depuis, on va dire, 2 ans, avec l'impact Covid évidemment, c'est le social shopping. Le marketing d'influence a aussi le vent en poupe et avec, je pense quelques alertes que je dois mentionner sur cette présentation. Et puis je terminerai sur un acteur majeur du web, Google et toutes ces mises à jour, puisque 2021 était une énorme année en termes de mise à jour de ces algorithmes, les pandas et consorts, qui ont eu un impact assez fort sur le référencement naturel et les résultats. Donc les dernières tendances, on va démarrer par les réseaux sociaux. Je vais balayer plusieurs réseaux. L'idée, c'est que je reste sur la présentation. Donc c'est vraiment cette présentation d'ailleurs sera disponible si vous le souhaitez après, en plus de l'enregistrement. Je vais rester sur cette présentation, donc elle sera assez figée, alors qu'en effet, j'ai envie de dire que la vraie valeur, c'est d'avoir quelque chose d'animé. Premier sujet, donc c'est sur LinkedIn, réseau B2B. On est sur une tendance très forte autour de l'événementiel. Là, on le voit avec LinkedIn, qui déjà développe depuis, on va dire plusieurs mois ou plusieurs années, les vidéos live. Donc on peut inviter, comme on le fait aujourd'hui sur Teams, mais on peut faire la même chose sur LinkedIn avec l'approbation de LinkedIn, de pouvoir animer des vidéos. Pour aller plus loin et fort du constat que Clubhouse, qui est aussi un réseau social qui est arrivé en 2020, toujours des États-Unis, Clubhouse, c'était vraiment sur une logique d'audio, podcast, audio et de live. Ils ont vu que ça marchait très fort et donc ils se sont dit,
on doit aller plus loin dans nos démarches de live et ne pas proposer que de la vidéo. On peut proposer de l'audio. Donc là, c'est pareil, c'est tout chaud, ça va arriver prochainement chez nous en France. C'est de pouvoir converser à travers la plateforme LinkedIn, de pouvoir créer des groupes de discussion autour de l'audio. Je parle de LinkedIn, je ne vais pas évoquer Twitter, mais Twitter est en plein boom aussi sur ce levier-là, puisque là, avec les élections présidentielles, il propose à tous les candidats de pouvoir créer des espaces, des sortes de salons, pour pouvoir converser sur leur programme avec les internautes. Donc on est dans la même logique. Évidemment, la teinte du réseau social, c'est-à-dire LinkedIn, B2B, Twitter, plutôt parole d'expert, politique, journaliste, fait évidemment qu'on trouve sa place sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux. La newsletter. Donc sur LinkedIn, jusqu'à maintenant, en fait, quand on était en mode créateur, donc un individu, vous et moi, quand on était sur LinkedIn, on pouvait activer un mode créateur. Ce mode créateur nous permettait en fait de publier des newsletters. Encore une fois, une parole d'expert, quelque chose qui est assez étoffé en termes de sujets travaillés, on pouvait publier sur son compte. Là, en fait, ils ont ouvert maintenant au monde de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est la marque, la société qui peut publier une newsletter et sur laquelle elle va pouvoir toucher un certain nombre de personnes. Il y a un seuil pour accéder à cette offre-là, enfin à cette fonctionnalité, c'est le seuil de 500 followers, de 500 abonnés sur sa page pour pouvoir publier sur la newsletter. La stratégie là-dessus, c'est de pouvoir capter directement sur la plateforme une communauté d'abonnés et de ne pas forcément travailler la newsletter à partir d'une base d'adresse mail, mais plutôt à partir d'un compte LinkedIn. Donc ça, je veux dire, un recrutement, ça facilite un recrutement assez important à partir du moment où on cible bien ces contenus et où on est vraiment parole d'expert sur le domaine. Donc c'est un excellent moyen aussi de présenter les nouveautés, les évolutions, les fonctionnalités pour l'entreprise. Le recul qu'on a nous, c'est que sur la partie individuelle, vous et moi, donc quand on est sur un compte personnel, l'algorithme était assez dur, c'est-à-dire assez difficile d'avoir une portée intéressante en termes de newsletter. Par contre, on pense qu'ils ont fait des tests sur les profils individuels pour pouvoir apporter un peu de souplesse sur cet algorithme pour les entreprises et de pouvoir toucher plus de monde. Voilà, donc deux sujets LinkedIn. Vous voyez déjà que là, le contenu est encore une fois roi. L'un, c'est le contenu audio, l'autre, c'est le contenu écrit, mais les plateformes bougent pour pouvoir proposer en fait des fonctionnalités encore plus événementielles. Instagram. Donc Instagram, là, on n'est pas sur le monde de l'entreprise. C'est une évolution qu'ils vont proposer pour les utilisateurs. Donc, à titre perso, quand on est sur son Insta, de pouvoir avoir une sélection du feed. Aujourd'hui, on consomme le feed tel qu'il nous est présenté par Instagram. L'objectif là d'Instagram, alors, c'est de faire consommer plus de temps encore de la part des utilisateurs, évidemment, pour pouvoir derrière commercialiser des espaces publicitaires et donc du temps supplémentaire. Donc là, il y aura trois possibilités. La page d'accueil telle qu'on le connaît aujourd'hui, avec un algorithme par rapport aux affinités des sujets que l'on peut avoir. On aura aussi la possibilité de trier les favoris, c'est-à-dire tous les posts des comptes que l'on suit, sur lesquels on est favori, par défaut, il reviendra sur le compte. Je crois qu'il y a un clavier en ce moment qui pianote et dans le casque, c'est pas forcément très agréable. Si quelqu'un peut vérifier son micro, s'il vous plaît. Et dernière, troisième solution pour classer l'algorithme, bah, c'est le following, c'est-à-dire tous les comptes que vous suivez. Et il y aura un ordre chronologique, c'est-à-dire que si vous venez qu'en fin de journée sur le Insta, vous verrez les publications les plus fraîches, les dernières publiées, qui remonteront à ce niveau-là. Et évidemment, celles du matin, si vous arrivez en soirée, celles du matin seront en dessous dans le feed, elles ne seront pas favorisées
l'engagement ne sera pas forcément lié à la présentation ne sera pas liée à l'engagement, c'est-à-dire les likes, les partages et les commentaires. Elle sera vraiment liée à un sujet chronologique, donc de fraîcheur de publication. Autre sujet, on voit qu'on est aussi sur de l'événementiel sur Insta. Indirectement, je peux vous dire que toutes les plateformes sont en train de regarder comment elles évoluent, toutes les unes entre elles. Clubhouse qui est un peu bousculé, qui est retombé. Hein. Clubhouse, c'était un effet de mode, mais on a l'impression que là, c'est fini. Les plateformes, par contre, se sont inspirées de leur format audio pour pouvoir apporter eux aussi des évolutions sur leur plateforme. Donc là, pour revenir à Insta, donc affichage des lives programmés, c'est-à-dire que sur votre page entreprise, vous pouvez directement publier, prévenir vos abonnés que vous allez organiser un live demain matin. Ce live, quand vous le publiez, il vient se rajouter comme l'écran du milieu. Si vous voyez ma souris ici, il vient se rajouter sur votre profil. Et il mentionne la date du live, le créneau du live. Et comme ça, vous pouvez, en cliquant dessus, avoir un rappel pour que demain matin, 1 heure avant, puis 10 minutes avant, vous puissiez être rappelé que j'organise un live à partir d'Instagram. C'est une fonctionnalité, encore une fois, sur de l'événementiel. Vous allez le voir tout à l'heure sur la notion de social shopping. C'est vraiment une tendance forte de pouvoir animer les communautés à travers des événements ciblés. Facebook. Alors Facebook a des évolutions, mais j'ai envie de dire c'est plutôt sur l'aspect publicitaire. Les évolutions sont d'ordre plutôt contraignante. La dernière en date qui nous impacte par exemple, c'est pour tous les professionnels de l'habitat, enfin de la maison, pardon, de devoir, on va dire, adapter leur publicité sur le média Facebook. Donc, d'être beaucoup plus généraliste, d'avoir un peu moins de fonctionnalités disponibles pour pouvoir diffuser. Donc ça, c'est un impact sur la publicité. Un impact qui est quand même très intéressant que je vous présente à l'écran, c'est la partie actu. On le sait, Google et Facebook sont d'énormes plateformes, par contre, ils ne produisent aucun contenu. Donc, ils sont en permanence à la chasse au contenu généré par les internautes, mais aussi la chasse au contenu généré par des grands titres nationaux ou locaux. C'est là où, pour l'instant, notre application Facebook n'a pas évolué, mais elle devrait le faire dans les prochaines semaines. C'est de rajouter un onglet Actu, News, et dans lequel, en fait, tous les titres français, nationaux, 20 minutes, La Croix, Le Figaro et consorts, et aussi les plus locaux, donc pour nous, on va dire Ouest France, Corée de la Mayenne, pourront diffuser directement dans cette partie-là l'actualité produite par les journalistes. Encore une fois, c'est pour que Facebook se positionne dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, il propose de l'actualité de nos proches, l'actualité de nos marques. Il propose un espace de boutique. Et donc là, il aura aussi l'actualité locale qui sera directement consommée sur la plateforme Facebook sans forcément aller consulter derrière l'information sur le site. Il faut savoir que pour les titres de presse ou les titres de médias, le Facebook est un axe très important, un canal très important d'acquisition. Et donc, en ayant une sorte de partenariat comme celui-là, on va voir si les marques continuent à pouvoir bénéficier d'une audience forte qui provient depuis Facebook, ou est-ce que le grand bénéficiaire sera Facebook, puisqu'il aura encapsulé le contenu de tous ces titres. En tout cas, une évolution majeure, puisqu'on va dire que sur Facebook, on aura quasiment l'intégralité de notre quotidien qui pourra être concentré sur la plateforme. TikTok, donc plateforme qui a une conquête d'internautes et d'installation d'applications très très importante. Je pense que vous la connaissez tous au moins de nom, vous n'êtes pas forcément dessus. On est sur un réseau social qui est en mode un peu décalé. Hein. On est vraiment sur le traitement de la vidéo. On est beaucoup dans le challenge de pouvoir voilà, animer des communautés à travers de la vidéo. On le voit là sur une version anglaise de la capture d'écran, For You, donc le pour toi. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible, mais ça va l'être pareil très prochainement. On va pouvoir swiper, c'est-à-dire passer toutes les stories de l'une à l'autre
comme on peut avoir sur Insta, donc de pouvoir basculer simplement d'une story à une autre. Pareil, TikTok qui pige ce que fait Instagram notamment, et donc qui va adapter l'ergonomie de son application pour pouvoir continuer à fluidifier l'expérience de l'utilisateur. Pinterest. Donc là, on est vraiment sur une évolution technique ou technologique majeure. C'est la réalité augmentée. Alors, on est sur une terre qui connaît parfaitement le sujet à l'aval. Eh bien, Pinterest va dans ce sillon. Ils avaient déjà testé en fait toute la partie maquillage. On le voit sur la capture. On pouvait choisir son rouge à lèvres, et en fait, en se mettant en mode selfie, on pouvait voir le rouge à lèvres directement appliqué sur les lèvres. Pour aller plus loin et pour toujours projeter, on va dire l'internaute dans de la consommation, de pouvoir aussi personnaliser sa démarche, eh bien, il y a la réalité augmentée qui arrive sur toute la partie home, donc la partie décoration d'intérieur. On le voit avec les fauteuils, et en fait avec son écran, encore une fois. Donc le mobile est vraiment le vecteur qui nous permet, ou qui leur permet d'accélérer fortement sur ces sujets-là. Chacun a son téléphone, et donc en prenant l'objectif du téléphone, on a simplement à faire, à lancer l'appareil photo, donc de visualiser la pièce dans laquelle on est, et de positionner le fauteuil ou l'objet qui nous va bien, pour pouvoir en fait se projeter en disant: «Est-ce que cette couleur-là fera bien chez moi, ou est-ce que j'en choisis une autre?» Ça, c'est vraiment les prémices de ce qui va arriver. Vous avez sûrement entendu parler de Meta par Facebook. Donc il a changé le nom de son groupe pour laisser place à Metaverse. On est vraiment dans cette logique aujourd'hui de réalité augmentée, de pouvoir projeter les gens sans qu'ils se déplacent en magasin, à consommer, à pouvoir visualiser ce que pourrait donner un achat au sein de leur quotidien. Donc c'est la même logique, et on voit que Pinterest, qui a vraiment une tendance forte sur la déco et sur la mode, eh bien, continue dans cet axe-là pour pouvoir proposer ces fonctionnalités assez intéressantes. Sur les réseaux sociaux, je vais terminer avec Twitch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui a été rachetée par Amazon, donc ça pour le coup tout le monde connaît Amazon. Dans la politique d'Amazon, c'est vraiment d'acheter des titres. Alors il a déjà de la presse, il a ce réseau social, mais il continue à investir pour pouvoir compléter son offre. Twitch, à la base, c'est vraiment un réseau social pour les gamers. C'est de la vidéo de joueurs qui vont jouer à Fortnite, qui vont jouer à Minecraft, qui vont jouer à FIFA, et cetera. Et donc ça crée beaucoup de groupes, et donc dans ces groupes, il y a de l'engagement qui se fait, puisqu'on va suivre, on va commencer à définir un influenceur sur cette plateforme, et donc de pouvoir le suivre parce que c'est un super joueur. Twitch a explosé pendant le confinement et a commencé à se diversifier. C'est-à-dire qu'on n'était que sur des gamers, et en fait on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui viennent. Je pense notamment à Samuel Etienne, qui est un Breton qui présentait Question pour un champion, et qui a monté sa chaîne Twitch pour pouvoir décrypter l'actualité sur sa chaîne directement. Évidemment, pour rentrer sur Twitch, il a fallu qu'il se fasse un peu parrainer par des influenceurs de Twitch, et donc c'est comme ça en fait qu'il a réussi à faire une belle entrée et de pouvoir capter des abonnés assez rapidement. Le ton, c'est un ton qui est vraiment sur les 20-25. Il faut être vraiment pertinent, percutant, il faut traiter la vidéo et ne pas faire comme il le présentait, on va dire, sur France 3 avec son JT. On n'est pas du tout dans ce mode-là. On est beaucoup plus jeune, avec des codes qui sont complètement cassés et à la limite du tutoiement. Twitch donc se développe. On voit arriver en fait sur YouTube, on voit arriver sur Twitch des youtubeurs, Michou, Inoxtag pour les plus jeunes, pour ceux qui suivent, ou peut-être vos enfants. On les voit arriver sur Twitch parce que la plateforme est en plein essor et propose des audiences qui sont assez fortes. Chaque année, il y a un événement assez important qui se déroule, où il y a une collecte de dons de tous les influenceurs. Elle a encore eu lieu en cette fin d'année. Et donc Twitch est devenu assez central et permet notamment de se développer avec des événements majeurs comme cela. Voilà, donc assez important.
Pour l'instant, on est plutôt sur un couplage YouTube et Twitch, mais c'est une plateforme qui mérite d'être regardée lorsqu'on est sur le traitement de la vidéo. Voilà sur les évolutions, on va dire, fonctionnelles des réseaux sociaux. Je vais basculer donc toujours sur cette partie réseaux sociaux, mais sur une approche vraiment shopping, donc ce qu'on appelle le social shopping. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique qui consiste à utiliser les réseaux pour pouvoir commercialiser, donc vendre les produits que l'on a pour soi, dans son magasin ou en fabrication. Une stat, 64% des utilisateurs ont effectué un achat via les réseaux sociaux en 2021. Évidemment, encore une fois, le Covid a accélérer la partie e-commerce de certaines professions, pas toutes, hein. Tout ce qui était billetterie, musée, spectacle, évidemment, c'était rendu à néant, c'était 0 et toute la partie voyage était rendue à 0. Malgré tout, dans le retail, beaucoup de commerçants, beaucoup d'annonceurs ont profité en fait du Covid pour pouvoir rapidement utiliser les réseaux comme un canal de vente et donc de faire la promotion de leurs produits. Il y a une stat, hein, qui dit que shopping sur les réseaux sociaux génère 492 milliards à l'échelle du monde entier, milliards de dollars, sur cette année 2021, donc l'année passée et qui devrait tripler, en 2025. En France, la stat qui est donnée par la FEVAD, c'est la Fédération, des e-commerçants, c'est 25 du chiffre retail, en 2025. Personnellement, je pense qu'on sera plutôt à 30. Mais c'est eux les professionnels, donc je vais leur faire confiance. Mais voilà, c'est 25 en 2025 de toute la valeur retail consommée dans les magasins. Social shopping, si on doit donner un ordre de grandeur, Facebook évidemment numéro 1, 36 millions de comptes en France, donc c'est vraiment une grosse machine où il y a des gens qui sont pas forcément toujours actifs, mais ils y passent et ils regardent, ils consomment leur feed. Instagram qui fait partie de Facebook, donc à chaque fois on a vraiment un couplage des deux marques, même si les populations sont différentes, elles sont 10 ans plus jeunes sur Insta, on est sur un couplage de la marque Meta, Snap, TikTok, Twitter, Pinterest et 21 Buttons. Bon, 2%, c'est pas énorme. Si je devais mettre une pièce, alors évidemment les gros acteurs, on les connaît, Facebook, Insta, mais moi je mettrais une petite pièce sur Pinterest qui a vraiment bien développé sa partie régie publicitaire. Et il faut avoir une régie publicitaire assez efficace pour faire du social shopping. Donc sur certaines thématiques, Pinterest est vraiment intéressante. On le voit nous dans nos comptes clients. On réalise du chiffre d'affaires directement depuis Pinterest quand on est dans la bonne thématique. C'est un peu plus dur pour les Snap et les TikTok puisque l'audience est un peu plus jeune et que on vient pour du divertissement, on vient pas forcément pour de la consommation. On vient vraiment pour consommer. Vous voyez un peu le contenu, de la danse, des challenges, des choses comme ça, des photos éphémères ou des vidéos éphémères. Donc pour l'instant, l'engagement n'est pas forcément fort sur, les 2 réseaux sociaux qui sont pour les plus jeunes, Snap et TikTok. Alors, les plateformes qui utilisent, le social shopping, eh bien, quasiment toutes, ont une version shopping. Twitter a Live Shopping, Instagram a Instagram Shop. Pinterest, c'est le screen que vous avez, la capture d'écran que vous avez sur la partie droite, c'est Shop the Look et Facebook avait évidemment Facebook Shop. Donc tous proposent de pouvoir commercialiser directement ces produits depuis la plateforme. Donc ça a vraiment un intérêt fort. Entre 2 infos de marque ou d'amis, on peut cliquer simplement sur la photo pour savoir quel est le nom du produit, combien ça coûte et d'avoir le détail en fait du modèle qui nous est présenté directement. Aux États-Unis, ils sont déjà passés au mode au paiement en ligne. C'est-à-dire que la plateforme enregistre directement le paiement sur donc le réseau. Là, ça serait en l'occurrence, ça serait Pinterest. Aujourd'hui, nous, on doit basculer donc du réseau social vers le site vers le site de la marque pour pouvoir réaliser la conversion, réaliser la transaction. Mais nul doute que 2022 sera sûrement un test pour les plateformes pour pouvoir essayer de faire la conversion directement sur la plateforme et de rétribuer une partie du chiffre. J'imagine qu'il y aura un commissionnement qui sera pris par la plateforme pour pouvoir réaliser le paiement. Ce qui est très important à comprendre, c'est que
les audiences avec tous ces réseaux sociaux, elles ont continué à se développer. On consomme des heures et des heures chaque jour de réseau social. Maintenant, il faut savoir cibler à la fois par la thématique, parce que l'ADN du réseau social fait qu'on est plutôt sur la vidéo ou plutôt sur l'image, et il faut réussir à cibler aussi parce que la communauté est plus jeune ou moins jeune. En fonction de ça, on va se concentrer sur un ou deux réseaux sociaux. Et derrière, on va pouvoir proposer une expérience qui va être fluide, puisque quasiment sans sortir du réseau social, on va pouvoir réaliser la vente. Directement, et ça on le voit, les marques maintenant, elles sont plus démarchées par le RSAV avec la boîte mail. On va les interpeller directement sur Messenger ou sur un autre canal, sur Insta par exemple, c'est la messagerie directement, pour pouvoir en fait rentrer en conversation, suivre son colis, avoir le SAV, etc. Donc on sait qu'il y a un écosystème qui est en train de se développer autour du shopping et les réseaux sociaux ont une part très importante, un rôle très important à jouer sur cette partie-là. Et l'influence, c'est ce qui va me faire la transition sur la suite. L'influence, on le voit quand on a des likes ou des partages ou qu'on se fait taguer par un ami, eh bien, quelque part, il y a cette caution d'un proche qui va dire: «Tiens, regarde, cette robe, elle est magnifique, tu devrais, elle t'irait très bien». Il y a une sorte d'influence et donc on est forcément plus engagé, on est plus proche de l'acte d'achat et ça, les réseaux, depuis le départ, c'est leur grande force. Toujours dans le shopping, c'est les lives. Donc on les a vus se développer, pendant le covid. Ça a été, derrière, ça a été maintenu. Il y a eu, d'ailleurs de très belles expériences en Chine et aux États-Unis, qui ont permis en fait, de positionner des marques directement auprès de leur communauté. Vous avez une capture d'écran sur la partie droite, voilà, c'est exactement ça. C'est une démonstration de produits et en fait, les gens viennent assister à la démonstration, au tutoriel, à la présentation des marques. Si je dois faire un parallèle, c'est exactement ce qu'on a connu sur le téléachat. Je crois que ça existe toujours, mais le téléachat qui était de, je sais plus, de 8 heures à 10 heures par exemple, sur une grande chaîne nationale, on retrouve les mêmes codes en fait, que le téléachat. C'est quelque chose par contre, le canal qui est utilisé, c'est plus, la télé avec, les chaînes hertziennes. C'est, déjà, c'est une démarche personnelle puisque chacun est sur son téléphone et ensuite, c'est de pouvoir, le consommer peut-être à toute heure de la journée. C'est-à-dire que le téléachat, il avait un créneau qui était fixe. Là, les marques peuvent s'appuyer sur un créneau du midi, un créneau du soir pour pouvoir réaliser la démarche. Et la grande force, encore une fois, c'est de pouvoir interagir. On peut interagir directement lors du live shopping pour pouvoir poser des questions et s'intéresser. Quand c'est animé par des influenceurs, évidemment, ça donne beaucoup de poids puisque l'influenceur arrive sur ce live shopping avec toute sa communauté qui est engagée autour de lui et donc rapidement, en fait, ça prend. Quand c'est une marque qui va être plutôt avec un présentateur neutre, eh bien, c'est le produit et la promotion de ce live qui doit faire la différence. Sur tout ce qu'on a vu, on essaie de rechercher, la spontanéité, c'est-à-dire de stimuler l'achat coup de cœur et de pouvoir se dire: «Je viens sur ce live, c'est plutôt sympa, le format est cool», mais derrière, c'est de vendre évidemment le produit et de pouvoir aller chercher des achats coup de cœur. On venait sur ce live, sans, vouloir acheter et de pouvoir, justement générer un achat coup de cœur par la présentation de ce live. Tous les grands réseaux, je les cite là, hein, Twitch, YouTube, Facebook, Insta et tous les autres, ont forcément réalisé au moins un test, sur ce live shopping et je pense que de plus en plus, ça sera utilisé par les marques. J'en parle parce que c'est pas forcément lié à la taille de l'entreprise, de faire des live shopping. Il faut avoir du temps, il faut le préparer, mais c'est des solutions qui sont totalement gratuites. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez accéder à des communautés, alors faut oser se mettre en scène ou mettre quelqu'un en scène, mais en faisant cette démarche, vous pouvez accéder assez rapidement à une communauté, à faire indirectement la promotion aussi de vos produits, de votre marque, sans forcément, c'est la finalité, mais sans forcément aller chercher de la transaction et du business, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant dans l'exercice à réaliser.
Évidemment, les réseaux sociaux, les générations Y et Z sont très friandes de ça. 62% des dépenses mondiales seront en e-commerce par ces générations-là. Donc c'est aussi des codes que l'on voit arriver depuis 1 ou 2 ans, qui commencent à se répandre un petit peu et qui sont vraiment, je pense, de vrais événements réguliers, quotidiens sur l'ensemble des plateformes. Donc sur la partie social shopping, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que, les plateformes donc font évoluer, heu, leurs fonctionnalités pour pouvoir laisser de la place à de l'événement vidéo, l'événement audio. Indirectement, ce sont des tests pour pouvoir basculer derrière sur du shopping, sur de la vente, directe et donc ça permet pour les e-commerçants notamment de pouvoir rajouter un canal de vente à l'ensemble de leurs, canaux, de distribution. En Europe, on est encore pour l'instant, alors je dirais pas épargné, mais on n'a pas toutes les fonctionnalités, des Chinois pour TikTok et des plateformes, pour les Américains. Mais 2022, sans aucun doute, sera, fortement impacté sur ces logiques-là, de live avec de la consommation, au bout. Et le social commerce génère encore, quelques doutes. On l'a connu en fait et on fait le parallèle, on l'a connu sur le e-commerce au tout départ où on avait des vraies craintes, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît, fou, de se dire qu'au départ, personne ne voulait mettre une carte bancaire sur son écran parce qu'on ne savait pas où elle allait finir, comment elle était enregistrée. On a encore un peu cette approche-là, sur les réseaux sociaux puisqu'ils ne sont pas aujourd'hui référencés comme, vendeurs. Ils sont, plutôt sur de la promotion, sur la notoriété et donc on a encore cette logique-là, mais je pense que rapidement le péage, le frein, sera, enlevé puisque les nouvelles générations, sont vraiment, heu, très alertes sur le fait de pouvoir consommer directement à partir d'un influenceur, à partir d'une marque, de pouvoir consommer sur les réseaux sociaux. Alors pour terminer sur la partie, marketing d'influence, enfin réseaux sociaux et donc le marketing d'influence. Marketing d'influence, je pense que vous savez ce que c'est les influenceurs. Alors je vous ai mis 2 jeunes que sûrement beaucoup connaissent. Quand on a des enfants, c'est Swan et Néo. Alors là, ils étaient petits, depuis ils ont bien grandi. Mais voilà, des influenceurs, c'est ça. Ce sont des gens qui prennent la parole sur une plateforme. Donc à gauche, on a Insta et à droite, on a YouTube et qui vont, faire la promotion, heu, d'un produit qui leur a été, fourni par la marque. À gauche, on voit que c'est Afello qui est en promotion avec, Madison et à droite, je pense que c'est un tapis de jeu, qui est, promu, donc plutôt pour les parents et pour les jeunes. Donc ça, le marketing d'influence, très fort développement, vraiment, très important, on va dire depuis, 3-4 ans. Toutes les plateformes, sont, évidemment dans ce phénomène. Alors ce qui pose problème d'ailleurs aux plateformes puisque, ils n'ont pas la main sur le business. Ils n'ont pas du tout la main sur les transactions qui vont se faire entre Afelou et Madison. Donc ça, c'est quelque chose, qu'ils vont essayer de régler, de normer, et de voir comment ils pourraient, eux aussi avoir une carte à jouer sur cette logique d'influence. En tout cas, vous avez des influenceurs de toute taille, les, nano-influenceurs qui font jusqu'à 10 000 followers, jusqu'aux gros influenceurs nationaux. J'ai cité, Michou et Inoxtag pour les plus jeunes, mais vous en avez, plein d'autres, les Squeezie et autres qui ont des communautés autour d'eux et dès qu'une marque prend la parole, évidemment, ça leur fait un éclairage, une projection très forte sur leur marque. Donc l'influenceur, il va prendre la parole. Il peut prendre la parole de plusieurs manières, soit simplement en story, soit il le fait en publication post pour que ça reste plus longtemps. Voilà, on va dire tous les formats peuvent être, imaginés. On a des influenceurs qui sont spécialisés, dans le déballage des produits, donc ils vont passer, 1/2 heure à déballer le produit avec les sons, avec les bruits et de débriefer leurs émotions à ce moment-là. On a vraiment, de tout. Pour nous, on va dire, plus locaux, on a aussi des influenceurs locaux. En Mayenne, on a, des influenceurs et des influenceuses qui ont des spécialités, sur de la mode, sur de la rénovation de maison, sur, des produits, made in France. On a beaucoup d'influenceurs et dans tous les territoires.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se rapprocher d'eux et de voir quel est l'échange possible. Soit c'est simplement un coup de pouce parce que l'influenceur veut nourrir son fil de produits qui sont dans ses valeurs, et donc ça peut être simplement un échange de bons procédés, soit la communauté est plus importante, la personne veut en faire son business, et donc là, il peut y avoir un échange monétaire ou un échange de produits pour pouvoir en fait commercialiser ou influer sur sa communauté. Il faut faire attention parce que sur la partie influenceur, on l'a vu sur certains de nos dossiers clients, il y a des influenceurs qui se disent influenceurs, mais qui n'ont pas des communautés qui sont engagées. Je ne dis pas que c'est la généralité, c'est peut-être que 15% des influenceurs, mais certains ont acheté des fans, évidemment, qui n'étaient pas forcément sur le territoire français et qui vont se faire passer pour un important influenceur, alors que l'engagement est de 0, puisque c'était un achat de fans. Donc elle va faire valoir le fait qu'elle a 50 000 abonnés sur son compte, mais quand on regarde l'engagement de ses publications, ça va être un engagement qui va être assez faible, de 0,5 ou de 1%, alors qu'il faudrait plutôt être au-dessus de 2 à 3 pour pouvoir avoir une communauté qui soit vraiment engagée auprès de la marque. Donc si vous lancez une démarche auprès d'influenceurs, assurez-vous de la qualité de la communauté. Il vaut mieux une plus petite qualité, une plus petite communauté qui soit bien engagée, plutôt qu'une grosse communauté et qui derrière ne répond pas du tout. Pareil, sur les résultats qu'on aperçoit sur le marketing d'influence, il y a vraiment 2 types. Il y a aucun impact. J'ai fait une campagne d'influence, je n'ai eu aucun impact sur mes ventes, sur mon nombre de fans, et d'autres où ça passe même sur de la vente et sur un certain volume de vente avec un chiffre d'affaires à la clé. Donc il faut aussi préparer de ce côté-là la démarche. Il faut savoir vos forces, vos valeurs, le contenu que vous pouvez proposer, jusqu'où vous pouvez aller négocier un produit ou un chèque pour pouvoir s'assurer derrière d'un vrai retour. En tout cas, on retrouve sur les influenceurs ce qu'on a connu dans la com il y a peut-être 20 ans. On avait trois termes qui étaient souvent utilisés dans la com. C'était le paid, donc le fait de payer. Là, on serait plutôt sur du social ads. Le owned, c'est tout ce qu'on possède, c'est-à-dire son site internet, sa page, ses comptes sociaux. Ça, c'est le owned. Et le earned, c'était le fait de faire dire, d'avoir un référent et de se faire parrainer pour faire dire à quelqu'un que nos produits ou nos services étaient de qualité. On retrouve exactement la même logique sur les réseaux avec les influenceurs qui ont ce rôle qui était le earned d'hier. Top 3 des réseaux, YouTube, 90% des internautes découvrent de nouvelles marques dessus. Insta, 80% des internautes emploient Insta pour des produits. 55% des utilisateurs achètent un produit après en avoir vu le post qui en parle. Ça, c'est aussi important dans l'analyse. S'il y a des e-commerçants ce matin, il va y avoir des actions. Vous allez lancer des actions sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément le levier qui va vous faire la conversion, c'est-à-dire la transaction, le paiement. Il va y avoir derrière peut-être des recherches qui vont être faites sur le produit. Il y a peut-être au moment où l'internaute est exposé, il n'a pas forcément le temps ou il n'a pas sa carte bancaire pour pouvoir acheter. Mais il faut avoir, on va dire, ce parcours d'achat en tête en se disant je stimule sur les réseaux sociaux, mais celui qui va être enregistré comme le levier qui fait la conversion, ça peut être plutôt le référencement naturel, le référencement payant ou le fait de connaître la marque et de venir directement sur son site. TikTok, donc 45% des marketeurs utilisent TikTok. Alors moi, je pense que c'est évidemment une stat nationale, mais je pense que c'est surtout sur des gros acteurs, puisque aujourd'hui, il faut avoir la capacité à produire un contenu qui correspond au code de TikTok. Et l'engagement, plus 130% d'augmentation de sponsors sur TikTok dès que l'on est sur de l'influence. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément les chiffres parce qu'ils évoluent évidemment très souvent. Les marques qui vont sur les réseaux sociaux ont aussi une capacité à produire du contenu. C'est plutôt de se dire, si je dois aller sur un levier, une plateforme, laquelle je choisis. Et vous avez une partie des réponses à l'écran. Alors, dans les petits bémols, je voulais parler de Nabila quand même. Alors pas pour Nabila, mais parce que ce marché de l'influence, c'est un marché qui est encore peu normé
et sur lesquels il faut faire attention à tout ce qui est publié. Elle a été condamnée en juillet 2021 à 20 000 € d'amende parce qu'elle a fait une publication sur les crypto-monnaies. Alors déjà, elle n'a pas précisé que c'était un partenariat qui était rémunéré. C'est bien de dire que quand on touche de l'argent, ça change un peu l'angle ou la perception qu'on peut en avoir quand c'est Nabila qui nous pousse une info sur les crypto-monnaies. Et l'autre, c'est qu'il y avait des conditions financières. Vous savez qu'il y a quand même des lois en France avec des astérix où on doit expliquer toutes les conditions de rendement. On peut perdre la totalité de son capital en investissant sur les cryptos, etc. Ça n'était pas précisé. Donc, il y a eu évidemment une amende. Alors, c'est un exemple, je pense qu'ils en ont fait un exemple, mais on pourrait passer notre journée sur les réseaux sociaux et on pourrait s'apercevoir que certains ne disent pas que le partenariat est rémunéré. Je vous ai montré ou je vous ai affiché à l'écran la Combini qui, lui, respecte plutôt bien les règles de la CNIL avec le partenariat rémunéré avec Lidl. Au moins, on sait que la vidéo que l'on a vue sur les tutos bricots, eh bien, c'est Lidl qui souhaitait en faire la promotion parce qu'ils avaient sûrement des produits pour les bricoleurs. Donc ça va se répandre de plus en plus. C'est aussi des fonctionnalités qui sont arrivées l'année dernière sur les plateformes pour pouvoir bien identifier les influenceurs et la relation qu'on a avec la marque. Je vais passer à Analytics. J'étais bavard quand je vois l'heure. Un sujet qui est très important, ça ne fait qu'une slide et pourtant c'est une vraie, on va dire révolution. Je pense que si vous avez un site internet, vous avez Google Analytics, c'est un outil de mesure d'audience pour pouvoir analyser quelle page est regardée ou d'où proviennent les internautes. Est-ce que j'ai des conversions qui viennent par le référencement naturel, par les réseaux sociaux, etc., etc. C'est un outil qui est totalement gratuit, fourni par nos amis de Google. Et là, il y a eu une première mise en demeure à une marque dont la CNIL ne nous a pas donné le nom, donc c'est anonyme, mais on sait qu'il y a une mise en demeure parce que la marque utilisait Google Analytics. Pourquoi mise en demeure? Parce que en fait, toutes les données sont hébergées aux États-Unis. Et donc, si c'est hébergé aux États-Unis, on va dire que l'Europe n'a pas la main sur la certitude d'avoir la protection des données personnelles. Donc ça part aux États-Unis et on ne sait pas si le gouvernement ou d'autres acteurs ne peuvent pas regarder les informations. Donc c'est une vraie révolution parce que 99% des sites en France, en Europe et je pense à peu près dans le monde utilisent cette solution. Donc nous, Européens, on a durci le 1er avril 2021 les règles concernant la RGPD. Et là, on voit que ça continue en fait, la CNIL continue de faire son travail, de pouvoir nous protéger, nous, individus, par rapport à l'utilisation de nos données personnelles et donc c'est bien pour nous en tant qu'internautes. C'est un peu moins bon quand on est entreprise puisque si on est assez assidu sur Google Analytics, il va falloir trouver une autre solution de substitution pour pouvoir remplacer Analytics avec un opérateur européen ou français qui va héberger ces données statistiques sur le sol et de pouvoir s'assurer que, en cas de contrôle, les données elles sont bien cryptées, qu'elles ne sont pas revendues, etc., etc. Je termine avec le Fabien, il y a juste quelques questions. Il y a une dis-moi. question dans le chat. Y a-t-il un référentiel ou pas sur les règles à respecter autres que la CNIL? Par rapport aux statistiques, oui, il y a la durée d'archivage des données. Par défaut, je crois que c'est maximum 16 mois sur Analytics, mais il y a une recommandation de la CNIL qui doit dire que c'est 1 an, il me semble, sur les données de navigation, c'est pas les données personnelles. Là, on est sur le web. Sinon, concernant un CRM, par exemple, où on a des données, il me semble que c'est 2 ans où on doit sortir les données d'un prospect qui ne serait pas client, donc qui n'aurait pas une relation commerciale contractée. Et donc, ça serait 2 ans de sortir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de règles dans plein d'usages. On a aussi des règles de RGPD sur le personnel. Le fait d'avoir date de naissance, RIB, enfin aussi tous les sujets de santé. Quand on est employeur, on a aussi de ce côté-là des contraintes pour pouvoir conserver et s'assurer que les données elles sont bien sur le sol français ou européen.
et elles ne peuvent pas être piratées. Voilà, donc il y a énormément de choses. En tout cas, la dernière, si je peux dire un dernier truc sur ce point-là, c'est Il reste une question aussi sur le risque. le risque, c'est des amendes. Mais avant d'avoir l'amende, il y a des mises en demeure. Donc, il y a 3 mises en demeure et après, il y a l'amende. Si vous n'avez rien fait suite aux mises en demeure, si vous êtes de mauvaise foi, et donc en fonction du préjudice, il y a une amende qui va être donnée par la CNIL. Sur les sites internet, juste je finis là-dessus, c'est la consent box. Vous savez, vous avez dû voir évoluer certains sites où avant on avait paramétré son choix et tout accepté. 1er avril 2021, on doit avoir la possibilité en tant qu'internaute de continuer sans accepter. C'est-à-dire que on clique sur cette partie, sur ce lien, et en fait, le site ne doit pas enregistrer notre visite. Sur un plan statistique, sur l'appareil de navigation, il ne doit collecter aucune information. Aujourd'hui, je pense je suis optimiste, c'est 50% des sites qui respectent ça. Puisque normalement, depuis le 1er avril 2021, on doit proposer à l'internaute de ne pas se faire suivre et donc de ne pas avoir tous les pixels publicitaires qui s'enclenchent quand on est en navigation. Ok, il y a d'autres questions. Alors, vaut-il mieux envisager une alternative à Google Analytics ou patienter à cause de nouvelles fonctionnalités? Et après, risque judiciaire ou pénal dans les cas les plus critiques? Alors, on peut patienter puisqu'ils vont commencer par le haut du panier. Donc, tous nos amis Cdiscount, Amazon, Le Figaro, Le Monde, tous ceux qui ont énormément d'audience, évidemment, sont prioritaires dans cette logique-là. Maintenant, je pense qu'il faut rester averti et de suivre comment ça évolue. Alors, nous, c'est notre rôle, c'est notre job. Mais il existe déjà des solutions. Le problème, c'est que quand on repart sur une solution, on repart sans historique. Je pense à Matomo, qui est une solution qui respecte et qui est validée par la CNIL. Eh bien, quand on repart sur une solution, on repart sans l'historique, on repart sans le plan de marquage, c'est-à-dire de pouvoir suivre exactement le parcours. Donc, ça présente des contraintes. On n'est pas à l'abri que Google, avec ses coups de pression, puisse faire évoluer aussi et se dise OK, les gars, je vais héberger chez OVH, comme ça vous allez être contents. Je ne crois pas trop, mais c'est possible qu'ils essaient de trouver une solution, puisque ça fait quand même partie de leur business model à Google de pouvoir traquer l'ensemble de l'audience et de se dire, tiens, Fabien Guilleux, il est venu sur ce site, c'est qu'il est plutôt intéressé. Eh bien, quand il m'a en navigation, il peut m'exposer une publicité parce qu'il sait que j'ai un centre d'intérêt actuellement sur tel service ou tel produit. Donc pour eux, je pense que ça affaiblit le business model si les sites sortent de leur solution. C'est pour ça qu'elle est gratuite, hein. C'est que ça leur permet de collecter de la data. Risque pénal ou judiciaire, ça va trop loin pour moi cette question. On peut se rapprocher d'un avocat pour l'info, mais je ne l'ai pas, je ne sais pas. Ok. Ça marche, on te laisse continuer. Ok. Je termine avec le référencement naturel. Donc, référencement naturel, c'est le fait de pouvoir optimiser un site et de le faire juger par Google comme le plus pertinent sur nos requêtes, donc sur nos recherches. La combinaison de facteurs, c'est, on va dire, tout ce que vous avez en bas, c'est les mots-clés, c'est le contenu, c'est les backlinks, c'est-à-dire tous les liens qui pointent vers ce site, et donc qui pointent vers ce site, quel site parraine, entre guillemets, votre site. De l'optimisation continue, du trafic. Il y a une vraie tendance de fond qui arrive sur le SEO, donc le référencement naturel, c'est le SXO. Le X pour l'expérience utilisateur. Et ça me fait le lien avec ce qu'on vient de quitter, comme Google a la capacité de mettre en relation avec son moteur de recherche, mais aussi d'analyser le temps qu'on passe sur les sites, eh bien lui, il voit en fait la qualité de la navigation des internautes. Si un internaute vient sur un site et qu'il y passe que 10 secondes, il a regardé une seule page et il ressort, il va juger que l'expérience utilisateur elle n'est pas bonne et que sa mise en relation elle est ratée parce qu'il aurait dû consommer plus de temps, consommer plus de pages. Donc de plus en plus, on fait attention évidemment à optimiser le site, mais aussi à regarder comment on peut faire passer du temps, à faire s'engager un internaute en passant un appel, en téléchargeant un livre blanc, en remplissant un formulaire, en consommant 10 pages, parce que ça va venir aussi créditer toute la démarche de référencement naturel pour Google. Pour faire simple, Google
avant, on disait il y avait des requêtes, OK, tout type de requêtes. Là, il les a classées. Il dit: «Moi, j'ai 4 types de requêtes: informationnelles, navigationnelles, commerciales, transactionnelles». Informationnel, c'est je cherche une définition, qu'est-ce que le SEO? C'est une question, voilà et donc lui, il arrive à capter, en fait, par rapport aux mots qu'on tape dans le moteur de recherche, il arrive à capter que c'est une, requête informationnelle. Il a aussi des requêtes qui vont être navigationnelles, donc on va peut-être parler d'une localité, chaussures, magasin chaussures Laval. Là, il sait qu'il y a une notion de localité. On peut chercher une marque, on peut chercher un site web, on peut chercher un logo, quelque chose qui est très précis et en fait, lui, il sait que c'est juste une mise en relation. On sait déjà ce que l'on cherche. En fonction de ça, il va changer sa page de résultats. C'est-à-dire qu'il ne va pas afficher, on va le voir tout à l'heure, il ne va pas afficher ses résultats de la même manière entre informationnel et navigationnel. Même chose pour commercial, métier, produit. On sent que là, il y a une recherche sur un produit spécifique. Et transactionnel, on est vraiment sur du e-commerce, c'est de l'achat, c'est de la vente, c'est de la location, c'est de la réservation. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui peuvent être, derrière sur, un paiement. On peut avoir des requêtes qui vont être classées dans 2 classifications. On peut avoir navigationnel et commercial, on peut avoir commercial et transactionnel. Mais en fonction de ça, lui, il capte ça et il va présenter ses résultats, enfin, sa page de résultats aura un aspect pour l'internaute qui sera différent. Dès qu'on va mettre une logique de, localité, eh bien la map aura une omniprésence sur la page. Omniprésence avec, bon, la map que vous connaissez. Au-dessus, il a rajouté, des cartouches avec les pages jaunes, avec les annuaires, voilà. Il a rajouté un cartouche, ce qui veut dire qu'il pousse les liens de référencement naturel, il les pousse en dessous. Imaginez si on rajoute les Google Ads et Google Shopping, le référencement naturel commence quasiment sur le 3e écran de, l'internaute. Autre exemple, là on n'est pas du tout sur une requête, avec une localité, on est plutôt sur une définition. Eh bien, il va rajouter, lui, le top 4 ou le top 5 des questions qui sont les plus souvent posées par ces, internautes. Il y collecte en permanence, ça enrichit, son algorithme et son IA et derrière il va restituer en disant: «Attends, tu cherches ça, toi l'internaute? Bah, regarde, je peux te proposer aussi, qu'est-ce que ça veut dire SEO? Comment faire de la SEO?» et cetera. Même chose, il va présenter en fonction de, la requête, donc là c'est abri jardin, il va présenter du shopping, il va présenter les Google Ads et le shopping, il peut être un coup sur la colonne de droite, un coup au-dessus, juste en dessous le moteur et au-dessus des annonces payantes. Alors juste pour rappel, hein, quand on est sur de l'annonce, on est sur du Google Ads avec des extensions d'annonces, donc ici abri, abri en bois, tous les abris en PVC. Ici, on est sur du shopping. C'est un comparateur qui permet en un coup d'œil d'avoir la photo du produit, le prix et qui est l'annonceur. Et sur la partie droite, c'est la même chose. Simplement, son encart shopping, il le présente en haut et ensuite il met ses Google Ads. Pour rappel, alors c'est pas une évolution récente, hein, mais pour rappel, annonce avant, il avait un petit fond vert, vert pastel un peu, qui nous permettait de bien identifier en fait où étaient les annonces et où était le référencement naturel. Là, il a enlevé, ce cartouche pastel, pour, je pense, apporter un peu de confusion et que l'internaute, en fait, puisse cliquer sur annonce ou le référencement naturel. Comme lui, son business model, c'est l'annonce, bah, à chaque clic, il empoche de la part de l'annonceur, quelques centimes ou quelques euros. Autre exemple, les recettes. Vous voyez qu'entre la map qu'on avait tout à l'heure avec une localité et ce que l'on a sur, une requête, on va dire informationnelle sur la recette des pancakes, eh bien, il nous présente encore quelque chose de différent avec là des photos, des produits ou des pancakes, les avis et le site, qui a, la recette. En un coup d'œil, on peut déjà sélectionner soit au visuel, soit, aux avis, la recette ou l'acteur qui nous va bien. Pour rappel et pour comparer, l'ancien affichage, c'était assez brut, hein, mais je pense qu'on l'a tous connu, tous vu. Il y avait la liste, des 8 ingrédients, on suivait les étapes et basta. Voilà, donc l'impact
clairement, sur le référencement naturel, il est très important. En 2021, on a vu, je vais vous montrer une stat juste après cette capture, on a vu nos positions en référencement naturel maintenues, mais on a vu qu'il y avait moins de trafic à venir. Imaginez, là, j'ai fait une requête qui est train vers Londres. Train vers Londres. Avant même d'avoir le premier lien en référencement naturel qui est ici, j'ai passé 2 écrans. C'est-à-dire que tout ça, c'est des services qui sont proposés par Google, des questions qui sont proposées sur comment m'y rendre et pourquoi pas l'Eurostar, le transport le moins cher. Et après seulement, j'ai le premier acteur jugé le plus pertinent qui va être la SNCF qui va venir à ce moment-là. Donc ça veut dire que l'internaute, lui, quand il est sur sa requête, il a quand même pas mal de portes de sortie avant d'arriver sur le premier lien de référencement naturel. Il peut déjà cliquer ici, il peut regarder en fait les solutions. Évidemment, à chaque clic, c'est une fuite sur laquelle la SNCF ne voit pas rentrer l'audience. Donc ça a été quand même, on va dire un chamboulement, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment une contrainte qui est arrivée sur comment maintenant Google présente ses résultats sur le moteur de recherche. Pour vous donner la stat, donc là, je suis sur Google Search Console. Ça sera la dernière slide et on passera aux questions. Mais le CTR, donc c'est le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de fois où j'imprime ici, où j'imprime la SNCF. Donc évidemment, Google Search Console compte le nombre de fois où c'est présenté. Et ensuite, le nombre de clics. Le nombre de clics qui est ici, 71 000. Et on voit la courbe en fait qui, à partir d'avril, c'est là où Google en fait a fait de gros travaux entre avril et octobre, grosso modo. Et on voit que là, à partir d'avril, le taux de clic a baissé. Ça veut dire que les positions, nous de notre côté, elles étaient toujours correctes. On avait toujours des positions sur la page 1, certaines en top 3, certaines au-delà. Mais globalement, c'était toujours des positions qui étaient maintenues. Par contre, le fait de modifier, lui, son affichage dans les résultats, eh bien, l'annonceur ne bénéficie pas ou moins de cette audience qui fait une requête qui est dans son activité. Et donc, ça veut dire que sans rien faire de plus, en maintenant un effort, on avait quasiment du 5%, allez, 4,5 en taux de clic. Et là, on descend sous la barre des 3%. Donc, ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts pour remonter encore plus sur le top 3 des positions. Alors qu'avant, on était plutôt sur un top 10 en se disant, si vous êtes sur la première page, votre vie est réussie. Là, on se dit, il faut être vraiment dans le top 3 parce que l'internaute, il est déjà essoufflé quand il arrive sur les premiers résultats de Google. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret, c'est un annonceur, mais globalement, ils ont à peu près tous cette position-là, c'est-à-dire un taux de clic qui se dégrade et donc des travaux à faire pour le référencement naturel par rapport aux évolutions de Google. Voilà. Écoutez, je suis dans le timing. Peut-être qu'on aurait pu se garder un peu de temps pour les questions, mais je peux garder un quart d'heure avec plaisir pour toutes vos questions. N'hésitez pas par le chat, par exemple, ou en demandant la main. En tout cas, merci Fabien. Pas mal de choses à prendre en compte cette année. Et encore, ce n'est que le début. Je pense qu'on aura pas mal de choses encore d'ici 6 mois. Surtout sur les réseaux sociaux, on sent qu'il y a une vraie démarche des plateformes pour se positionner et de pouvoir capter de la valeur. Donc, ce sera intéressant de suivre comment elles évoluent. Il y a quelques questions. Alors, est-ce qu'il y a des influenceurs en Mayenne, par exemple? Est-ce qu'il existe un répertoire des influenceurs par localisation et ou produit? Pas à ma connaissance. Peut-être que ça existe, mais pas à ma connaissance. En fait, c'est plutôt quasiment nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'est une recherche personnelle où vous allez pouvoir travailler sur des hashtags, Laval, 53, Mayenne, etc. et de pouvoir voir l'ensemble des comptes. En général, quand on est sur les réseaux, on les voit ces comptes parce que il y a toujours un proche qui like, qui tag et autres. Et donc, on les voit souvent revenir pour pouvoir se dire, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore, ça pourra peut-être revenir, mais il n'y a pas encore un annuaire qui recense les spécialités ou les localités. Par contre, il y a des agences ou des plateformes qui regroupent les influenceurs. Donc, si vous voulez être en relation,
vous en avez, je pense, au moins une dizaine, qui, eux, ont fait un travail de recenser, de crédibiliser les influenceurs et donc vous pouvez entrer en contact avec eux. Évidemment, il y aura un pourcentage qui sera alloué à la plateforme si vous travaillez avec un influenceur. OK, merci beaucoup. Et ben écoute, on n'a pas d'autres questions, donc je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup Fabien. Ah, il y a une dernière question. Bonjour, dans une requête navigationnelle, est-ce que la plateforme Waze a une utilité? Ah oui, alors navigationnel, c'est quand je l'évoquais, c'était vraiment, lié à Google et son moteur de recherche. Navigationnel, je l'entends Waze avec une navigation, donc là, c'est de la mobilité. On pourrait utiliser le terme de navigationnel, mais je vais plutôt utiliser le terme de mobilité pour, Waze. Ça a du sens. Aujourd'hui, il y a une vraie rupture de canal, quand on utilise Waze. Je m'explique. Vous faites une pub, donc il y a 3 types de pubs. Il y a des pings, il y a des encarts publicitaires, donc du display sur Waze. C'est difficile aujourd'hui, de voir l'impact qu'a cette publicité Waze, donc on le travaille plutôt sous forme de notoriété en disant: «Tous les gens qui sont, en train de bouger vers la Bretagne ou vers, Paris, vous leur présentez vos points de vente». C'est bien d'avoir un maillage commercial, ou un maillage de points de vente, donc plutôt sur des enseignes. Rupture de canal parce qu'en fait, vous êtes en mobilité et après vous allez, dans un restaurant, Buffalo parce que vous avez vu: «Ah ouais, tiens, on pourrait s'arrêter chez Buffalo». Ils font pas forcément le lien. Même si la géoloc peut être activée, ils font pas forcément le lien, entre, oui, ça vient de notre, publicité ou ça vient pas. Donc moi je dirais, c'est plutôt l'intérêt de Waze, c'est notoriété pour montrer un maillage, sur des temps, de mobilité, là on sort des vacances scolaires, il y avait sûrement du sens à présenter des norotos, des haltes avec, des jeux pour les enfants, voilà. Une démarche autour de ça, mais sans avoir un ROI qui soit facile à traquer. OK, super. Eh bien, merci beaucoup Fabien. Merci, Laura pour, ce webinaire Merci à toi et merci à Fabien. Amandine et Laura, toujours un plaisir, donc j'espère à l'année prochaine ou peut-être fin d'année pour les nouvelles tendances.